Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui attire beaucoup l'attention. Trump semble traverser des moments difficiles, au lieu de s'améliorer, la situation ne fait qu'empirer. Nous allons analyser ensemble ce qui se passe et pourquoi il n'arrive pas à cacher cette crise. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Commençons. Le soleil se levait à Washington, mais la Maison-Blanche semblait enveloppée d'ombre. En 2025, le président Donald Trump faisait face à une tempête économique qu'il avait lui-même contribué à créer. La promesse de ramener les emplois manufacturiers, si souvent répétée dans les meetings, se heurtait désormais à des chiffres têtus. Les données du marché du travail dessinaient un tableau confus, et le récit de succès que Trump tentait de vendre commençait à s'effondrer. Les rapports récents de Challenger Gray montraient une augmentation de 39% des annonces de licenciement en juillet, un bond qui avait surpris les analystes. Pendant ce temps, le Bureau of Labor Statistics signalait une baisse des offres d'emploi, bien au-delà des prévisions. En août, les demandes d'allocation chômage atteignaient 237 000, au-dessus des attentes. Le secteur manufacturier, que Trump jurait protéger, perdait 7 000 emplois par mois, selon les données gouvernementales. Cela contrastait avec ses promesses de revitaliser l'industrie américaine, laissant les électeurs perplexes et les critiques en alerte. Les sources de données s'opposaient entre elles. Tandis que les chiffres officiels du gouvernement, constamment révisés, suggéraient un chômage stable, les rapports d'ADP, une société privée, semblaient plus précis et montraient un marché plus faible. Cette divergence alimentait la méfiance. Le gouvernement maquillait-il les chiffres ? Les consommateurs, inquiets face à l'incertitude, dépensaient moins. La pénurie de main-d'œuvre, aggravée par des politiques migratoires strictes, et les perturbations causées par l'intelligence artificielle, qui remplaçait les travailleurs à un rythme accéléré, ne faisaient qu'empirer la situation. Trump, dans ses discours, insistait sur le fait que l'économie était fantastique. Mais les chiffres racontaient une autre histoire. Il mettait en avant la stabilité du chômage, mais ignorait l'augmentation des licenciements. Le récit officiel tentait de peindre un tableau de force, mais les usines, en particulier celles de biens durables comme les voitures et les appareils électroménagers, continuaient de licencier. L'incertitude économique, alimentée par les tarifs imposés par le gouvernement, poussait les entreprises à hésiter à embaucher. Dans le bureau ovale, les conseillers se réunissaient dans un silence tendu. Des rapports s'empilaient sur la table, chacun contredisant l'autre. Un conseiller suggéra de se concentrer sur la base électorale, en renforçant l'idée que les immigrants volaient des emplois. Trump acquiesça, mais la réalité était plus complexe. L'économie ne créait pas les emplois promis, et les licenciements dans le secteur manufacturier restaient une plaie ouverte. Pendant ce temps, la Maison-Blanche préparait de nouvelles stratégies pour contrôler le récit. Le président savait qu'il devait agir vite. La confiance du public était en jeu, et les gros titres n'aidaient pas. Des journaux comme CBS News mettaient déjà en avant les pertes d'emplois manufacturiers, tandis que les économistes remettaient en question les politiques tarifaires. Quelque chose devait changer, mais comment ? La réponse n'était pas claire, et le temps pressait. Trump regardait par la fenêtre, le poids de la responsabilité grandissant. Il avait besoin d'un plan, et vite, avant que l'effondrement qu'il tentait de cacher ne devienne impossible à ignorer. Que se passerait-il ensuite ? Comment allait-il gérer un marché du travail qui s'obstinait à contredire ses promesses ? La Maison-Blanche était sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de stratégie risquée, et le prochain chapitre promettait de révéler jusqu'où Trump irait pour sauver son image. La Maison-Blanche bourdonnait de réunions urgentes, mais l'atmosphère était tendue. Donald Trump, assis en bout de table, feuilletait des rapports d'un regard inquiet. Le marché du travail, qu'il avait promis de renforcer, lui échappait entre les doigts. Les chiffres ne mentaient pas, il y avait de nombreuses offres d'emploi, mais la demande de travail diminuait. C'était une pénurie artificielle de main-d'œuvre, masquant des problèmes plus profonds. Et les politiques de Trump semblaient tout aggraver. Christopher Waller, un gouverneur de la Réserve fédérale, avait averti dans un rapport récent, la baisse de la demande de travail n'était pas seulement une question d'offre ou d'immigration. Les salaires n'augmentaient pas comme prévu et le nombre d'offres ne progressait pas.
Il soulignait que la forte immigration, que Trump critiquait tant, cachait en réalité un problème plus grave: l'économie ne générait pas un besoin réel de travailleurs. Au lieu de l'affronter, la Maison-Blanche misait sur une stratégie audacieuse: utiliser les expulsions massives pour maquiller les chiffres du marché. Les politiques migratoires de Trump, axées sur l'expulsion des travailleurs peu qualifiés, avaient un objectif clair. En réduisant l'offre de main-d'œuvre, le gouvernement pouvait donner l'impression que le chômage restait bas. Mais ce n'était qu'une illusion. Les expulsions supprimaient des emplois qui faisaient vivre des communautés, notamment dans des secteurs comme la construction et l'agriculture. Sans ces travailleurs, les entreprises faisaient face à des difficultés, et la production ralentissait. Le récit de protection des emplois américains sonnait bien dans les meetings, mais en pratique, il creusait davantage de failles dans l'économie. En coulisses, les conseillers débattaient de la manière de vendre cette stratégie. L'un d'eux proposa de mettre en avant la lutte contre les immigrés illégaux pour apaiser la base électorale. Trump aimait l'idée, mais il savait que les chiffres n'étaient pas de son côté. ADP, une société de données sur l'emploi, montrait que les entreprises n'embauchaient plus comme avant. Le manque de travailleurs qualifiés, combiné à l'automatisation poussée par l'intelligence artificielle, laissait des vides que les expulsions ne faisaient qu'élargir. Pendant ce temps, les rues ressentaient l'impact. Dans les villes industrielles, les travailleurs voyaient leurs collègues licenciés, tandis que les postes créés étaient précaires, avec de bas salaires. La confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, chutait, reflétant la crainte d'une économie instable. Trump insistait dans ses discours que tout était sous contrôle, mais les gros titres racontaient une autre histoire. Des journaux comme Forbes questionnaient l'impact à long terme de ces politiques, soulignant que la réduction de la main-d'œuvre pourrait coûter cher. À la Maison-Blanche, le président préparait la prochaine étape. Il savait qu'accuser les immigrés ne résoudrait pas le problème pour toujours. La Fed, avec son analyse froide, indiquait déjà que l'économie avait besoin de plus que des slogans. Trump avait besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose qui détourne l'attention du public. Peut-être fallait-il s'attaquer à la Réserve fédérale. Mais cela serait risqué, et il le savait. Tandis qu'il contemplait les rapports, une idée commençait à se former. Que se passerait-il ensuite? Comment manipulerait-il les pièces de l'échiquier économique pour garder le contrôle? Le matin à Washington était gris, reflétant l'humeur à la Maison-Blanche. Donald Trump, en 2025, faisait face à une pression croissante. Le marché du travail, qu'il promettait de sauver, montrait des signes de faiblesse qui ne pouvaient plus être ignorés. Tandis que les discours exaltaient la force de l'économie, les travailleurs payés alors racontaient une autre histoire. La réduction des heures de travail, un signe classique de problèmes économiques, commençait à se répandre comme un avertissement de tempête. Les données d'ADP, analysées par l'économiste Nella Richardson, révélaient une baisse significative. Les travailleurs horaires perdaient en moyenne 2 heures par semaine par rapport à la période pré-pandémique. Cette réduction n'était pas aléatoire. Les entreprises, inquiètes face à l'incertitude économique, coupaient d'abord les heures avant de licencier. C'était une stratégie ancienne, utilisée comme thermomètre avant les récessions. D'abord moins d'heures. Ensuite, des licenciements parmi les travailleurs à temps plein. Enfin, des coupes généralisées, frappant comme un coup final. Le sous-emploi, plus que le chômage, était le véritable problème. De nombreuses entreprises conservaient leurs employés, mais avec moins d'heures, ce qui masquait les chiffres officiels du chômage. Les familles en ressentaient l'impact direct, moins d'heures signifiait moins d'argent dans les poches. Dans les villes industrielles comme Détroit et Pittsburgh, les travailleurs rapportaient des difficultés à payer leurs factures. La confiance, déjà fragilisée, chutait encore, comme le montraient les enquêtes récentes de Gallup. Trump, cependant, insistait sur le fait que le marché était meilleur que jamais. En coulisses, la Maison-Blanche tentait de contrôler le récit. Les conseillers suggéraient de se concentrer sur des histoires de résilience américaine, mais les chiffres d'ADP étaient difficiles à ignorer. La réduction des heures constituait un indicateur avancé, un signe que les entreprises se préparaient à quelque chose de pire. Les économistes avertissaient que ce schéma suivait une progression typique: d'abord les heures baissent, puis les emplois à temps plein disparaissent, et enfin les licenciements massifs confirment une récession. Le gouvernement le savait,
mais Trump évitait le sujet en public. Pendant ce temps, la base électorale commençait à douter. Dans les meetings, des travailleurs brandissaient des pancartes réclamant de vrais emplois. La promesse de revitaliser l'industrie manufacturière ne se réalisait pas, et les licenciements dans le secteur continuaient. Des journaux comme le Wall Street Journal soulignaient que les politiques tarifaires, si défendues par Trump, renchérissaient les produits et forçaient les entreprises à réduire leurs coûts, en commençant par les heures de travail. Dans la situation room, Trump lisait les rapports avec une expression tendue. Il avait besoin d'une solution pour détourner l'attention. Peut-être qu'accuser les immigrés fonctionnerait encore, mais cet argument perdait de sa force. Une autre idée surgissait, manipuler les statistiques du marché du travail pour peindre un tableau plus optimiste. Ce serait risqué, mais il était prêt à essayer. La question était, jusqu'où pourrait-il aller sans que le public découvre la vérité ? La prochaine étape serait cruciale. Avec des travailleurs horaires luttant pour survivre et un sous-emploi croissant, la Maison-Blanche avait besoin d'un plan plus vaste. Que ferait Trump pour cacher l'effondrement qui se profilait ? Et comment maintiendrait-il l'illusion d'une économie forte ? Le prochain chapitre promettait de révéler les manœuvres derrière les rideaux. La Maison-Blanche était silencieuse, mais la tension flottait dans l'air. Donald Trump, en 2025, faisait face à un marché du travail qui s'obstinait à contredire ses promesses. Tandis qu'il proclamait la force de l'économie, les chiffres racontaient une autre histoire. En coulisses, son équipe travaillait frénétiquement à manipuler les statistiques, créant l'illusion de stabilité. Mais la vérité devenait de plus en plus difficile à dissimuler. L'un des stratagèmes consistait à ignorer les travailleurs découragés, ceux qui, épuisés de chercher un emploi, avaient simplement abandonné. Ces millions d'Américains n'apparaissaient pas dans les taux officiels de chômage, car le gouvernement ne comptait que ceux qui cherchaient encore du travail. Cela donnait l'impression d'un chômage bas, même si les usines fermaient et que les licenciements augmentaient. Les données du Bureau of Labor Statistics montraient que la population active se réduisait, mais Trump évitait de mentionner ce détail dans ses discours. Une autre tactique était la substitution de main-d'œuvre. Avec des politiques migratoires strictes, le gouvernement expulsait les travailleurs peu qualifiés, forçant des Américains à accepter des emplois mal payés, comme le nettoyage ou l'agriculture. Cela créait l'apparence d'un plus grand nombre d'Américains employés, mais la réalité était cruelle. Ces emplois n'offraient pas de stabilité, et les salaires, stagnants, ne suivaient pas l'inflation. Des rapports de l'Economic Policy Institute indiquaient que la croissance salariale réelle était quasi nulle, tandis que le coût de la vie s'envolait. La pression financière était visible. Des enquêtes du Pew Research Center révélaient que de nombreuses familles sautaient des repas pour économiser. Les emplois manufacturiers, que Trump avait promis de ramener, continuaient de disparaître, avec 7000 postes perdus par mois. Pendant ce temps, des emplois bien rémunérés, comme ceux de la technologie et de l'ingénierie, restaient vacants faute de travailleurs qualifiés. L'économie paraissait normale dans les statistiques officielles, mais c'était une illusion soigneusement construite. Dans les meetings, Trump mettait en avant les chiffres du chômage comme preuve de succès. Meilleure économie de l'histoire, clamait-il, tandis que la foule applaudissait. Mais les gros titres racontaient une autre version. Des journaux comme le New York Times questionnaient la manipulation des données, soulignant que les travailleurs découragés et sous-employés étaient commodément ignorés. Des économistes avertissaient que cette stratégie était intenable. La vérité commençait à filtrer. À la Maison-Blanche, les conseillers débattaient de la manière de maintenir le récit. L'un proposait d'intensifier les expulsions pour nettoyer les statistiques, tandis qu'un autre suggérait d'accuser les médias de diffuser de fausses nouvelles. Trump écoutait, pensif. Il savait que la manipulation des chiffres ne faisait que gagner du temps. Le véritable défi était d'empêcher le public de percevoir l'effondrement économique imminent. Et un autre problème surgissait, la Réserve fédérale commençait à remettre en cause ses politiques. Tandis qu'il parcourait les rapports, Trump élaborait un plan plus audacieux. Contrôler la Fed pourrait être la clé pour garder la main sur le récit économique. Mais cela exigerait des manœuvres risquées, et il avait besoin d'alliés loyaux. Que ferait-il pour plier la Banque centrale ? Et comment cacherait-il le fait que l'économie était au bord du gouffre ? Le prochain chapitre promettait de révéler les manœuvres susceptibles de changer la donne.
La Maison-Blanche était agitée. En 2025, Donald Trump faisait face à un marché du travail en déclin et à une économie qui défiait ses promesses de campagne. En coulisses, il élaborait un plan audacieux, contrôler la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, afin de façonner la narration économique à son avantage. Le président savait que, sans influence sur les taux d'intérêt et la politique monétaire, son image de leader économique risquait de s'effondrer. Trump nomma Stephen Miron, un économiste controversé, à un siège au conseil de la Fed. Miron, connu pour défendre des tarifs basés sur la théorie discréditée du dilemme de Triffin, était un allié loyal. Lors de son audition de confirmation, il provoqua la polémique en refusant d'admettre que Trump avait perdu l'élection de 2020, renforçant ainsi sa fidélité au président. La nomination n'était pas seulement technique, c'était un mouvement politique visant à remplir la Fed de figures qui ne remettraient pas en question les ordres de Trump. L'objectif était clair, s'assurer que la Fed maintienne des taux d'intérêt bas, au bénéfice des grandes entreprises immobilières et de la haute société, qui profitaient des spéculations financières. Les petites entreprises et les travailleurs, en revanche, n'en voyaient aucun avantage. Les données de la Réserve fédérale montraient que le refinancement des hypothèques commerciales explosait, tandis que les travailleurs horaires subissaient des réductions d'heures et des salaires stagnants. L'indépendance de la Fed, pilier de l'économie américaine, était en danger. Dans les couloirs de Washington, les économistes murmuraient avec inquiétude. Des articles du Financial Times avertissaient que la politisation de la Fed pouvait miner la confiance mondiale dans le dollar. Trump, toutefois, considérait cela comme une nécessité. Il avait besoin de taux bas pour maintenir l'illusion d'une économie forte, même si les licenciements augmentaient et que le secteur manufacturier perdait 7000 emplois par mois, selon le Bureau of Labor Statistics. Le récit de succès dépendait d'une Fed obéissante. Dans le bureau ovale, les conseillers débattaient des stratégies. L'un proposait d'accélérer la nomination d'autres alliés à la Fed, tandis qu'un autre avertissait que la résistance du Congrès pouvait compliquer le plan. Trump, impatient, exigeait des résultats. Il savait que contrôler la Fed n'était qu'un début. Pour maintenir l'économie en marche, il lui fallait plus que des taux bas, peut-être même un système financier parallèle qui profiterait à ses alliés les plus proches. La pression montait. La base électorale, bien que fidèle, commençait à ressentir les effets d'une économie instable. Dans des villes comme Cleveland, les travailleurs protestaient contre le manque d'emplois de qualité. Trump avait besoin d'une distraction plus forte, quelque chose qui détourne l'attention de l'effondrement qu'il essayait de cacher. Contrôler la Fed était une étape, mais l'enjeu allait plus loin. Que ferait-il pour s'assurer que ses politiques ne soient pas remises en cause? Et comment gérerait-il les critiques croissantes de sa gestion économique? Le prochain chapitre promettait de révéler les motivations derrière ce coup risqué. Avec la Fed dans sa ligne de mire, Trump était prêt à aller plus loin, peut-être même à défier les règles du système financier mondial. Ce qui allait suivre pouvait tout changer. La Maison-Blanche bouillonnait de réunions secrètes. En 2025, Donald Trump, président des États-Unis, voyait l'économie lui échapper comme du sable entre les doigts. Avec un marché du travail en crise et des promesses d'emplois manufacturiers non tenues, il avait besoin d'un plan pour garder le contrôle. Sa nouvelle obsession était de dominer la Réserve fédérale, mais les motivations derrière cela étaient plus sombres qu'il n'y paraissait. Deux objectifs guidaient Trump. Le premier était de créer un système bancaire parallèle, hors de portée de la Fed, qui profiterait à sa famille et à ses alliés. Des projets de loi sur les stablecoins, des monnaies numériques adossées au dollar, avançaient au Congrès. Ces projets, soutenus par des lobbyistes proches du clan Trump, visaient à créer un système financier parallèle, où les profits resteraient concentrés entre quelques mains. Pour cela, la Fed devait être réduite au silence, afin de ne pas interférer dans l'approbation législative. Des rapports de Bloomberg soulignaient que ces stablecoins pouvaient déstabiliser l'économie, mais Trump y voyait une opportunité. Le second motif était la nécessité d'une impression monétaire massive. L'économie faisait face à d'énormes déficits, aggravés par des politiques fiscales risquées. Les tarifs douaniers, que Trump défendait comme solution, généraient des recettes instables, vulnérables aux décisions judiciaires et aux représailles internationales. Avec des impôts sur les riches maintenus bas, le gouvernement avait besoin d'argent.
La seule issue était que la Fed actionne les imprimantes, inondant le marché de dollars pour combler le gouffre économique. Des économistes, tels que ceux du Peterson Institute, avertissaient que cela risquait de déclencher une inflation galopante, mais Trump ignorait ces avertissements. Dans le bureau ovale, le président élaborait des stratégies avec ses conseillers loyaux. Stephen Miron, récemment nommé à la Fed, était une pièce maîtresse. Sa loyauté garantissait que les taux d'intérêt resteraient bas, même si l'économie vacillait. Mais le plan allait plus loin, contrôler la Fed signifiait contrôler le récit. Si la Banque centrale admettait la fragilité économique, l'image de Trump en leader à succès s'effondrerait. Il avait besoin que la Fed suive ses ordres, quoi qu'il en coûte. En dehors de la Maison-Blanche, la réalité frappait à la porte. Les travailleurs subissaient le poids des salaires stagnants et du coût de la vie en hausse. Le Wall Street Journal publiait des histoires de familles réduisant leurs dépenses de base pour survivre. Pendant ce temps, les licenciements dans le secteur manufacturier continuaient, avec 7000 emplois perdus par mois, selon le Bureau of Labor Statistics. La promesse d'une économie forte sonnait de plus en plus creux. Trump savait que le temps pressait. La manipulation des statistiques et le contrôle de la Fed n'étaient que des palliatifs. Il lui fallait quelque chose de plus grand pour détourner l'attention de l'effondrement imminent. Intensifier la guerre tarifaire ou accuser des ennemis extérieurs ? Les options étaient risquées, et les critiques se multipliaient. Que ferait-il pour maintenir l'illusion de succès ? Et comment gérerait-il la méfiance mondiale qui commençait à émerger ? Le prochain chapitre promettait de révéler les conséquences de ce pari dangereux. Avec la Fed dans sa ligne de mire et l'économie au bord du chaos, Trump avançait sur un fil ténu, tandis que le monde observait, inquiet. La Maison-Blanche, en 2025, ressemblait à un château assiégé. Donald Trump, confronté à un marché du travail en plein effondrement et à des critiques croissantes, voyait l'économie américaine sombrer dans une mer de dettes. Le président, qui avait promis la prospérité, faisait désormais face à un dilemme fiscal qui menaçait sa leadership. La confiance du monde dans la gestion économique des États-Unis s'effritait, et Trump avait besoin d'un miracle pour sauver les apparences. Le coût de la dette américaine explosait. Les données du US Treasury Department montraient que les taux d'intérêt sur les obligations d'État augmentaient, rendant l'endettement plus coûteux. Les partenaires commerciaux, irrités par la guerre tarifaire de Trump, hésitaient à acheter des obligations américaines de long terme. Le monde faisait confiance aux États-Unis pour rembourser sur 2 ans, mais pas sur 30. En conséquence, le gouvernement dépendait de plus en plus des titres à court terme, une solution risquée qui ne faisait que repousser le problème. La stratégie de Trump était claire, contrôler la réserve fédérale afin de manipuler les taux d'intérêt. Sans cela, le coût de la dette deviendrait insoutenable. Des rapports du Financial Times avertissaient que la confiance mondiale dans le dollar était en baisse, aggravée par des politiques fiscales irresponsables. L'impression monétaire, encouragée par des alliés comme Stephen Miron à la Fed, était une tentative désespérée de financer les déficits. Mais cela avait un prix, l'inflation menaçait de dévorer le pouvoir d'achat des Américains. En coulisses, la Maison-Blanche cherchait à minimiser le chaos. Les conseillers suggéraient d'intensifier le récit selon lequel les tarifs douaniers protégeaient les emplois, mais les chiffres racontaient une autre histoire. Les licenciements dans le secteur manufacturier se poursuivaient, avec 7000 emplois perdus par mois, selon le Bureau of Labor Statistics. Les tarifs, au lieu d'aider, renchérissaient les produits et éloignaient les partenaires commerciaux comme la Chine et l'Union européenne, qui ripostaient avec leurs propres taxes. Trump, lors de réunions à huis clos, exigeait des solutions. Un conseiller évoqua le yield curve control, une technique des années 1950 où la Fed rachetait des obligations d'État pour maintenir des taux bas. C'était une mesure extrême, utilisée en période d'urgence, mais Trump y voyait une bouée de sauvetage. Si le monde cessait d'acheter des obligations américaines, la Fed serait la dernière ligne de défense. Le problème ? Cela pourrait signaler au monde entier que l'économie était en détresse. En dehors de la Maison-Blanche, la réalité pesait. Les familles réduisaient leurs dépenses, et Consumer Report indiquait que beaucoup sautaient des repas pour payer leurs factures. La base électorale de Trump, bien que fidèle, commençait à douter. Dans des villes comme Milwaukee, les travailleurs protestaient contre le manque d'emplois de qualité. Le récit d'une économie forte se désagrégeait,
et les gros titres n'arrangeaient rien. Trump savait qu'il devait agir vite. Contrôler la Fed n'était qu'une partie du plan. Il lui fallait quelque chose de plus grand pour détourner l'attention de l'effondrement fiscal. Mais quoi? Intensifier les expulsions? Accuser des ennemis extérieurs? Les options se réduisaient, et le temps pressait. Le prochain chapitre promettait de révéler jusqu'où il irait pour sauver son image et conserver le pouvoir, alors que l'économie s'avançait vers l'abîme. En 2025, la Maison-Blanche était une scène d'illusion. Donald Trump, président des États-Unis, faisait face à une économie qui s'effondrait sous le poids de promesses non tenues. Le récit de prospérité qu'il vendait se désagrégeait, et son administration semblait accepter la destruction économique comme inévitable. En coulisses, l'objectif n'était pas de sauver le travailleur américain, mais de préserver les privilèges des riches et de contrôler les institutions qui soutenaient le système. La stratégie était claire, maintenir à tout prix les réductions d'impôts pour les plus riches, même si cela signifiait vider les caisses publiques. Le Big Beautiful Bill Act avait déjà relevé le plafond de la dette, permettant des dépenses sans limite. Pendant ce temps, Trump avançait dans sa prise de contrôle de la Réserve fédérale, avec la nomination de Stephen Miron et le renvoi de Lisa Cook, une voix critique au sein du Conseil de la Fed. Ces manœuvres n'avaient pas pour but de créer des emplois, mais d'assurer que la Banque centrale obéisse aux ordres du président. Le plan de revitaliser l'industrie manufacturière, si vanté, n'avait jamais été réel. Les données du Bureau of Labor Statistics confirmaient la perte de 7000 emplois par mois dans ce secteur. Au lieu de solutions, Trump misait sur des politiques monétaires accommodantes pour maintenir l'économie à flot pendant que ses alliés en profitaient. Les grandes entreprises, bénéficiaires de taux d'intérêt bas, refinançaient leurs dettes et rachetaient leurs propres actions, comme le signalait le Wall Street Journal. Quant aux travailleurs, ils faisaient face à des salaires stagnants et au sous-emploi. La résignation de l'administration était évidente. La Maison-Blanche ne cherchait plus à réparer le marché du travail. Elle se concentrait plutôt sur la manipulation de la perception publique. Les expulsions massives continuaient, réduisant l'offre de main-d'œuvre et gonflant artificiellement les chiffres de l'emploi. Mais cela ne réglait pas le problème de fond, l'économie réelle s'affaiblissait, avec de moins en moins de personnes soutenant ses moteurs. L'Economic Policy Institute alertait sur l'accroissement des inégalités, tandis que des enquêtes du Pew Research Center montraient que des familles réduisaient leurs dépenses de base. Dans les meetings, Trump gardait un ton optimiste, promettant de rendre l'Amérique grande à nouveau. Mais les rues racontaient une autre histoire. Dans des villes comme Dayton, les travailleurs protestaient contre le manque d'opportunités. La confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, chutait brutalement. Les médias, dont le New York Times, questionnaient la manipulation des données économiques, soulignant que la grande économie n'était qu'une façade. Dans le bureau ovale, Trump et ses conseillers préparaient la prochaine étape. Contrôler la Fed était crucial, mais insuffisant. Il leur fallait une distraction plus grande pour masquer l'effondrement. Peut-être intensifier la guerre tarifaire ou accuser les médias de fausses nouvelles? La pression augmentait et le temps se réduisait. Comment Trump maintiendrait-il l'illusion de succès alors que l'économie coulait? Et que ferait-il lorsque le monde comprendrait que le système était exploité pour enrichir une minorité? Le prochain chapitre promettait de révéler les tactiques destinées à masquer la crise du marché du travail. Avec une économie au bord du gouffre, Trump avait besoin de manœuvres toujours plus audacieuses pour rester au pouvoir. Et nous arrivons à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, Trump traverse vraiment une situation très compliquée et il semble que chaque mouvement qu'il fait ne fait qu'empirer encore plus les choses. C'est une crise qu'il n'arrive plus à cacher. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Laissez vos commentaires ici en bas, je les lis tous et j'adore connaître votre opinion. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester toujours au courant des dernières actualités et analyses. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.